Et nous voyageons pour cette dernière de « Et si on partait sur Europe 1 », nous voyageons en Sibérie. Alors, on a bien compris que c'était pas un pays facile. C'était froid, c'est technique, c'est engagé, on va c'est dire. vaste, c'est engagé, mais c'est incroyablement attachant. Je peux vous dire que pour y être allé, je ne sais pas pourquoi, mais on a envie d'y retourner. C'est peut-être justement parce que c'est dur et qu'on y rencontre des gens incroyables qu'il se passe quelque chose de fort émotionnellement. Il y a quelque chose d'authentique dans les territoires extrêmes, je trouve. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors Jean-Bernard Carillet du guide Lonely Planet, pour votre dernière, qu'est-ce que vous avez comme bon tuyau? Il y en a un que vous connaissez très bien, Philippe, vous avez parlé, c'est le transsibérien, évidemment. Comment peut-on parler de la Sibérie sans... oui, aussi d'une autre façon. C'est l'un des meilleurs, ce train, je rappelle que c'est un train qui fait Moscou-Vladivostok, soit 9000 km, traverse une grande partie de cette Sibérie et c'est l'un des meilleurs plans pour découvrir cette gigantesque région. Ouais. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire tout d'une traite. Les 9000 km, c'est monotone. Donc on fait des étapes, voilà, donc on descend à peu près où on veut, on peut rester plusieurs jours, remonter, etc. Donc c'est vraiment le meilleur plan pour découvrir la Sibérie, sachant qu'aussi c'est très simple de prendre un train un ticket sur le transsibérien, c'est moderne, il y a la Russian Railways, on peut tout faire par internet aujourd'hui, il y a même un site en anglais, on peut réserver sa couchette, regarder l'itinéraire, télécharger son e-ticket sur son smartphone, c'est plus du tout la vieille Russie soviétique comme on l'a connue maintenant, ça s'est vraiment modernisé, donc ça donne un côté plus ça veut dire qu'il y a des premières classes. Alors voilà, il y a 3 classes de couchettes, il y a la première classe avec 2 personnes dans le wagon, la deuxième classe c'est des wagons de 9 compartiments de 4 couchettes, et la fameuse 3e classe, si vous voulez vraiment vous mêler aux Sibériens, dans la fameuse Platzkart, c'est le wagon dortoir, 54 couchettes, sans séparation, 100 € le trajet, 9 km. Et alors c'est assez sympa. Le truc, c'est qu'il faut quand même essayer d'apprendre 3 mots de russe avant de partir, pas mal, parce que sinon on peut pas dialoguer. Mais dès qu'on sait 3 mots de russe, comme il y a pas mal de vodka qui circulent, c'est les langues. Zdravstvuyte, bonjour. Et c'est très sympa. C'est une expérience à vivre. Pour la Sibérie, ça fait vraiment partie des incontournables. En revanche, vraiment, n'y allez pas d'une traite, parce que c'est quand même, je crois que c'est 9 jours la totalité. Oui, c'est au moins 9 jours. Pour faire Moscou-Vladivostok. Non, c'est surtout pas. Et donc, oui, là, vous allez vous ennuyer. Mais en plusieurs morceaux, c'est super. Vous vous êtes arrêté où, vous, en Sibérie, sur le parcours, il y a une ville qui est typiquement sibérienne. C'est Krasnoïarsk. Rien que la prononcer, qu'est-ce que vous dites bien? Krasnoïarsk. C'est la ville, l'incarnation de la ville sibérienne. Alors l'idéal, c'est d'y passer 2 jours. Ouais. Alors je vous dire, le premier jour, visite de la ville. Alors c'est une ville qui a une ancienne, qui est une base industrielle, comme beaucoup de villes d'ailleurs de Sibérie. Elle s'est développée avec l'exploitation des mines d'or à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, c'est une cité qui est prospère économiquement. C'est pas du tout une cité un peu en perdition, grâce notamment à un puissant barrage hydroélectrique sur les rives du fleuve Yenisseï, c'est le 5e plus grand barrage au monde et il se visite. Ça vous donne quand même l'occasion de visiter ce grand ouvrage d'art. Et puis vous pouvez monter sur la colline au-dessus de Krasnoïarsk et là vous aurez un super panorama sur cette ville typiquement sibérienne. Vous allez découvrir à la fois ces fameux buildings soviétiques, évidemment immanquables, mais ce qui est génial, c'est qu'au milieu de ces buildings soviétiques un petit peu brutalistes, vous avez des coupoles vertes. Ce sont les églises orthodoxes. Oui. Et ça, c'est génial de voir ça au milieu de ces espèces d'immenses immeubles. Et puis, de temps en temps, d'autres petites taches de couleur, vous savez ce que c'est? Ce sont des maisons en bois traditionnelles qui ont subsisté. J'adore un petit peu ce mélange des genres quand on est à Krasnoïarsk. Voilà. Et moi, ce que j'ajouterais, si vous me permettez, Jean-Bernard, comme conseil, c'est d'essayer de se débrouiller pour avoir une voiture et d'aller aussi un peu dans les villages perdus. Oui, les villages à côté. Parce qu'il faut sortir de la ville et dans ces campagnes, avec ces maisons de bois, avec des paysans qui vivent là toute l'année, il y a une ambiance et un accueil là encore incroyable. Et juste à la sortie de Krasnoïarsk, j'ajoute, il y a l'équivalent de la forêt de Fontainebleau. On l'appelle d'ailleurs le Fontainebleau de la Sibérie. C'est super, un parc naturel de la Sibérie pour aller voir Fontainebleau. Mais vous savez pourquoi? Avec des rochers. Pourquoi? C'est une réserve naturelle et tous les gens de Krasnoïarsk, ils vont tous les week-ends, il y a plein de rochers sur lesquels ils font de l'escalade. Ces gens-là ont aussi une vie de loisirs et de divertissement. Bon. On va aller le dire. Oui, on va pas y aller. Bernard. Ça nous fait loin quand même. Vous égarez là. Il n'y a pas un bistrot. Ça fait partie de la vie des gens de Krasnoïarsk quand même. Bon, on parle du lac Baïkal. Alors lui, c'est mon préféré. Alors là, il faut descendre à Irkoutsk, si on est en train. C'est la ville la plus proche. Belle ville aussi. Très belle ville aussi. C'est le plus grand lac d'eau douce du monde. Les paysages sont extraordinaires. Et c'est vraiment, tenez-vous bien, c'est vraiment le grand bleu. Un bleu pétant.
Vraiment, ça scintille, c'est vraiment incroyable d'avoir une couleur comme ça. On a l'impression que la Sibérie, c'est austère, c'est grisâtre, etc. Ça peut l'être, mais justement, le Baïkal réchauffe tout ça, donne cette tonalité chatoyante. Et sur le lac Baïkal, qui fait quand même plusieurs centaines de kilomètres, il y a une île qui s'appelle l'île d'Olkhon. Et là, c'est encore plus paradisiaque. Il y a des falaises, il y a des sentiers de randonnée, et puis il y a aussi des petites guest house où on peut se loger. Là, on est justement, on est chez les gens, dans des petits gîtes, on partage la vie de ces Sibériens, de ces habitants de l'île d'Olkhon, et même, on peut même rencontrer des chamans, parce qu'il y a un croisement entre la culture orthodoxe, la culture bouddhiste, c'est une espèce de syncrétisme religieux. Vous pourrez rencontrer des chamans sur cette île d'Olkhon. Et attendez, c'est pas fini pour le lac Baïkal. Allez-y aussi en hiver. Oui. De mi-février à mi-mars, il y a un phénomène. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un phénomène naturel exceptionnel qui a lieu donc de mi-février à mi-mars, au tout début de la fonte des glaces. Un frozen truc. Sous la surface qui commence légèrement à fondre, il y a des microbules d'air qui se forment. Et lorsqu'elles se forment, on a l'impression que ce sont des draperies, des voiles, des guirlandes blanches de glace, ça donne un visuel absolument somptueux. Ça dure à peine un mois et il y a des gens qui sont dans la confidence qui viennent que pour voir ce spectacle-là, tellement c'est beau. Oui, c'est unique au monde en plus. C'est unique au monde, c'est vraiment unique au monde. Et les gens du coin se déplacent sur le lac gelé en aéroglisseur. Les aéroglisseurs privés, on peut les charteriser justement. C'est en gros un appareil avec un ventilateur à l'arrière et vous asseyez une place sur le vent, il y a deux sortes de gros boudins et vous glissez sur le lac avec ça et c'est assez incroyable. Comme autre activité d'hiver que vous pouvez faire sur le Baïkal, ça c'est génial, il y a le chien de traîneau. Ça aussi, il faut le faire. C'est moins polluant déjà. C'est moins polluant. Et puis un peu plus polluant, je sais que vous n'allez pas aimer Nathalie, c'est la fameuse motoneige. Et là, vous avez des centaines de kilomètres de ride. Vous faites un ride sur le lac Baïkal. Ça fait partie aussi d'une expérience incontournable. Je sais, c'est pas très écolo. Je sais que vous êtes fâchés là. Préférant chien. Une autre étape pour vous importante en Sibérie ? Si on parlait de Novosibirsk, alors est-ce que ça serait la pire ville du monde ? Certains le disent parce que elle est vraiment brutaliste. C'est vraiment ces fameux immeubles soviétiques, des barres grises horribles. J'aime bien Jean-Bernard quand il veut dire moche, il dit brutaliste. C'est un artiste. Mais il y a un petit mais quand même à Novosibirsk, c'est que la ville est en train de changer. La Sibérie change, elle aussi. Elle n'est pas que figée dans son froid et sa grisâtre. Nathalie, il y a des cafés branchés, ça devrait vous plaire, ça. Des cafés branchés. Il y a même un restaurant vegan qui a ouvert à Novosibirsk. Pour la Sibérie, c'est quand même pas trop mal. Et il y a plus d'étudiants maintenant, donc il y a plus de vie. Mais ça reste quand même spécial en Sibérie. Il faut aller pour sentir un petit peu cette expérience-là. On parle un petit peu des populations autochtones. Ah oui, parce que la Sibérie, avant que les Russes ne viennent entre le XVIIe et le XIXe siècle, était habitée par des peuples autochtones. Ils sont devenus minoritaires chez eux, évidemment, parce que les Russes se sont installés là. On dénombre 26 ethnies sibériennes. Parmi eux, il y a les Évènes, les Tchoukts, les Nénètes. Moi j'aime les Nénètes. Et qui vivent plutôt dans le nord de la Sibérie. Pourquoi vous les aimez bien moi j'aime les Nénètes parce que leurs conditions quand même sont terribles de vie et ils consomment le foie, le cœur et le sang frais des rennes. Pourquoi ? Parce que c'est une des rares fois qu'ils peuvent manger quelque chose de frais non congelé. C'est quand même dingue. C'est dingue. Enfin, vous voyez où on en est. Ils vivent de chasse, de pêche, d'élevage de rennes. Ils sont nomades pour la plupart. Ils vivent sur des grandes tentes, des espèces de tipis ou de yourtes. Et sachez que si vous êtes voyageur, vous voulez rencontrer ces populations-là, il y a des agences qui parfois peuvent organiser des expéditions, des séjours pour les rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci les amis. Merci.